Eh bien, bienvenue sur la chaîne Messeroom Naturel. Alors aujourd'hui, grosse vidéo sur les Phédol pallidula. Donc voilà, comme vous savez, vous avez pu voir un peu sur la page Facebook ou un petit peu à droite à gauche. J'ai reçu ma belle fondation de Phédol pallidula. Donc on va parler justement de cette vidéo 100% Phédol pallidula. Donc je vais vous montrer ma grosse installation, je vais vous expliquer mon installation, je vais aussi on va les mettre dans l'installation justement, les laisser faire. On va faire une interview avec Origin Hans qui va nous expliquer vraiment bien les Phédol pallidula. Donc on va aller chez lui pour justement qu'il puisse nous expliquer vraiment cette espèce. Et puis j'espère que sur cette vidéo vous allez vous régaler parce que moi je me suis régalé. Donc c'est parti, on va voir un petit peu l'installation et ensuite on ira chez Origin Hans pour qu'il nous explique justement cette espèce. Et puis après l'interview, on mettra les Phédol enfin dans leur nouveau setup, tout simplement. Allez, c'est parti, générique, et on va voir l'installation. Donc voilà, là on est sur mon installation. Donc elle se compose de 3 cuves. Donc à la base, ces cuves sont faites pour les atacéphalotes. Moi je les ai renforcées, en sachant que ça a été usiné, donc il n'y a pas d'espace. Donc moi j'ai rajouté vraiment une petite couche de silicone pour vraiment avoir aucune possibilité d'avoir des fuites. Il y a les fameuses comment ça s'appelle, plaques au-dessus avec vraiment, c'est tellement fin que c'est impossible qu'elle puisse s'évader. Donc là j'ai mis des tuyaux acryliques, donc dans le temps tout ce qui est gris deviendra en couleur acrylique pour vraiment que tout soit transparent. Donc là j'ai mis une terre assez humide, donc ça va rester toujours une certaine humidité. Donc là j'ai fait la même chose en sachant que c'est relié, chaque bac est relié. Donc soit ils sont reliés ici au milieu, soit ils sont reliés par des tubes chacun. Donc voilà, et ici j'ai fait une partie un peu plus sec, donc j'ai fait un mélange de terre humide et sec, comme ça si elles veulent un nid un peu plus sec, elles pourront aller dans cette partie là, sachant que de toute façon les Phédol elles aiment bien aussi des fois déménager, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc ensuite on a l'ADC, tout simplement l'ADC avec périph', donc il va y avoir un couvercle usiné au-dessus pour que ce soit 100% fermé. Et ensuite, il y aura des pieds en verre, il y aura une deuxième ADC ici. Et pour les cuves, ce sera la même chose, il y aura possibilité de mettre 3 autres cuves comme celle-ci au-dessus. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et pourquoi 2 cuves? Alors, on va vous expliquer pendant l'interview pourquoi 2 cuves, tout simplement. Donc voilà un peu la partie que je voulais vous montrer de mon installation. Donc voilà, une belle installation, il y a de quoi encaisser pendant un bon moment avant d'agrandir. Et pourquoi j'ai fait du naturel? Parce que je veux les voir construire en fait. Donc elles vont construire, je vais pouvoir voir comment elles construisent, si elles font des petits dômes, des trucs comme ça. On va bien voir au fil du temps ce que ça va donner. Donc voilà, c'est une bonne journée pour moi. J'ai reçu en plus mes Phédol, donc impeccable. On va se régaler. Donc c'est parti pour l'interview chez Origin Hans. Et puis on se reprend à la fin pour installer les Phédol. Donc là, voilà, on se dirige chez Origin Hans. Comme vous pouvez le voir, on va passer la frontière France-Belgique. La superbe frontière belge. Donc voilà, c'est parti pour aller chez Origin Hans. Alors là, petit défaut chez les Belges,
Il faut dire, il faut être honnête, c'est leur route. Il y a que des trous partout. Voilà, c'était pour taquiner un petit peu les Belges, mais c'est vrai que les routes sont pas terribles. Eh ben voilà, comme je vous avais promis, donc on va aller parler avec un professionnel, donc l'origine Hans, hein, vous savez, qui passe souvent sur la chaîne. C'est un des trois professionnels avec qui j'ai de bons contacts et où je peux apprendre beaucoup. Donc il va nous parler des Fédoles pellicula, vraiment en tant que professionnel et non en tant qu'amateur comme moi. Donc je vais lui passer le micro, puis il va vraiment nous expliquer vraiment cette espèce, la Fédole pallidula. Merci Jérémy, bonjour tout le monde. Et voilà, donc on va parler un peu des Fédoles pallidula. Donc les Fédoles pallidula, c'est une espèce européenne assez populaire. Alors ce qui fait une des premières raisons de la popularité des Fédoles pallidula, c'est le fait qu'on ait la présence d'une caste de soldats, donc des ouvrières avec une forme tout à fait différente de la majorité, donc une tête beaucoup plus développée, des mandibules plus développées. Donc ça c'est un point qui attire très fort chez les Fédoles. Un autre point intéressant, en tout cas pour ce qui est de l'élevage amateur, c'est la vitesse de développement des colonies. Donc les colonies se développent très rapidement. Les ouvrières vont se développer en 4-5 semaines, je pense, si ma mémoire est bonne. Et on va très vite avoir une population assez massive et donc des effets de masse aussi dans les scènes de chasse. Elles sont connues pour avoir un pouvoir de recrutement très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une ouvrière trouve une source de nourriture abondante dans l'aire de chasse, elle va aller recruter les ouvrières dans la colonie et à ce moment-là, une majorité des ouvrières de la colonie peuvent sortir en une fois et se ruer vers la proie potentielle. Donc c'est ce qu'on appelle un raid chez les fédoles et ce genre d'espèces. Ça peut être très très impressionnant parce qu'elle mobilise tout de suite énormément de monde. Alors la difficulté d'élevage de cette espèce, c'est surtout arriver à gérer les tentatives d'évasion. Étant donné que l'espèce est très petite, elle a la mandibule assez dure aussi, donc c'est une espèce qui est capable de ronger beaucoup de matériaux différents. Il faut prêter un soin tout à fait particulier à la réalisation du terrarium et surtout un soin particulier au système anti-évasion. Parce que dès qu'une ouvrière trouve la sortie, comme je viens de le dire, elles sont très fortes en recrutement. Et très vite, c'est des centaines, voire des milliers d'ouvrières qui sortent en masse et qui vont se précipiter sur la première source de nourriture qu'elles voient. En général, c'est la colonie de fourmis qui est à côté. Donc là, il faut quand même faire attention de ce côté-là. Sinon, c'est une espèce qui a l'avantage d'être très omnivore, donc ça mange un peu de tout. Bon, évidemment, d'une colonie à l'autre, vous allez avoir des préférences, mais on donne des insectes, évidemment. Vous pouvez donner de l'œuf, du jambon, du biscuit, des bonbons, des paillettes pour poissons, des croquettes pour chiens, des croquettes pour chiens, n'importe quoi. Ça a tendance à manger à peu près tout et n'importe quoi. Cette tendance se marque d'autant plus que la colonie est importante. Donc ça, c'est comme toujours chez les fourmis. Plus le nombre d'ouvrières va être important, plus la colonie va être éclectique au niveau de ce qu'elle collecte. Donc une colonie qui aura une dizaine d'ouvrières va prendre un panel relativement restreint d'aliments. Par contre, une colonie qui a 10 000, 15 000, 30 000 ouvrières, elle va forcément elle va ramasser beaucoup plus de nourriture différente. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi chez les fédoles. Encore un point intéressant aussi en élevage, c'est que même si c'est une espèce européenne qui fait normalement une diapose, même si la chose est assez controversée par moment, cette espèce peut se passer de diapose en captivité. Donc vous pouvez très bien maintenir votre colonie de fédole à 25 degrés à l'année, ne pas faire de diapose et avoir à ce moment-là un développement qui est constant. Fatalement, en faisant ça, on diminue toujours aussi un peu l'espérance de vie de la reine, qui, c'est simplement, au lieu de pondre 6 mois par an et se reposer 6 mois, elle va pondre 12 mois par an, donc elle fatigue plus vite. Ce n'est pas vraiment problématique dans notre cas. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une activité qui est permanente à observer, et du coup, le fait de se passer de diapose est assez intéressant, parce que je trouve que la diapose est quelque chose d'assez contraignant sur l'élevage des fourmis en général, principalement les fourmis européennes évidemment. C'est pourquoi personnellement je me concentre plus sur les exotiques. Les rares européennes que j'ai sont ici soit provisoirement, soit ce sont des espèces qui peuvent se passer de diapose, parce que c'est quelque chose que je trouve assez contraignant. J'aime bien faire des beaux terrariums, mais je trouve dommage de mettre un beau terrarium pendant 3-4 mois à la cave.
ça m'ennuie. Donc je préfère clairement les espèces tropicales, subtropicales, qui au final sont bien plus adaptées à la maintenance en captivité. Au même titre que vous ne maintenez pas dans votre maison des plantes européennes et des plantes tropicales parce que votre maison elle est chauffée, il est plus facile de maintenir une espèce de fourmi exotique qu'une espèce européenne qui aura besoin d'une période de froid. Les périodes de froid sont plus difficiles à reproduire en captivité que les périodes de chaud. Chauffer, c'est facile. Refroidir progressivement sans aller dans l'excès, c'est toujours plus délicat. Donc voilà, ça fait partie des nombreux avantages, je trouve, des Phédol pallidula. Voilà, ce côté omnivore, la grande réactivité, la vitesse de développement, c'est ce qui en fait une variété très très populaire en élevage. Alors il y en a beaucoup qui arrêtent aussi une fois que la colonie devient trop grande parce qu'ils ont justement du mal à gérer les évasions. Et là, c'est là qu'il est important de toujours bien anticiper sur vos fourmilières. Donc quand vous construisez une fourmilière, si vous décidez de la construire vous-même, c'est faisable, vous pouvez faire de très belles choses vous-même aussi, mais il faut surtout forcément être soigneux pour éviter les évasions, et ensuite essayer d'anticiper un maximum. Donc vous anticipez sur le fait que votre colonie va se développer, sur le fait que vous allez avoir de plus en plus d'ouvrières, sur le fait que forcément plus il y a d'ouvrières, plus ça devient difficile de nettoyer l'aire de chasse. Donc ça c'est toutes des petites choses qu'il faut penser à la conception, et pour lesquelles il faut par exemple toujours prévoir une ou deux sorties supplémentaires. Ça, c'est ce que je fais quasiment sur tous mes terrariums. Sur tous mes terrariums, il y a une ou deux connexions qui permettent de sortir, donc de connecter un tuyau vers une aire de chasse ou autre. C'est toujours intéressant de garder une connexion vacante pour une extension éventuelle. Autre problème qui survient quand on a une grosse colonie, la grosse difficulté, outre le fait d'éviter les évasions, c'est d'arriver à nettoyer ces colonies. Parce que le problème, c'est que ces colonies très voraces vont forcément générer pas mal de déchets, de cuticules d'insectes et ce genre de choses, des fourmis mortes. Et ces déchets, il faut les évacuer. Au début, quand on a une petite colonie, c'est facile. On prend une petite pince à épiler, on enlève les deux cliquets, c'est terminé. Par contre, quand on a une grosse colonie, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des centaines d'ouvrières qui cavalent partout. Même sur votre carcasse de cliquet que vous voulez enlever, vous avez parfois des dizaines d'ouvrières qui restent dessus et ça devient très vite une sinécure pour tout enlever. Donc là, il y a plusieurs solutions qui vous permettent de gérer ça. La première, c'est systématiquement d'offrir plusieurs aires de chasse. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille vivement. Ça ne sert à rien de mettre des aires de chasse trop grandes, mais en tout cas, il est plus intéressant d'en mettre plusieurs. Pourquoi? Quand votre première aire de chasse est trop sale, vous arrêtez de nourrir dans l'aire de chasse numéro 1 et vous passez à l'aire de chasse numéro 2. Progressivement, l'aire de chasse numéro 1 va être désertée, donc il y aura de moins en moins d'ouvrières dans cette aire de chasse. Elles vont passer dans la numéro 2 où la nourriture se trouve, et là vous allez être un peu plus à l'aise pour nettoyer votre aire de chasse numéro 1. Donc ça, c'est une des solutions. Une autre solution aussi que j'envisage pour les grosses colonies, c'est d'éviter le déchet. En fait. Comment on peut éviter le déchet? Ce qui produit les déchets, c'est principalement le fait de donner des insectes entiers. Donc c'est ça qui va produire beaucoup de déchets dans la colonie. Si on veut éviter de produire des déchets, on peut nourrir la colonie uniquement avec de la gelée. Et ce qu'on peut faire, c'est faire une gelée dans laquelle on incorpore de la protéine animale. Donc cette protéine animale, ça peut être de l'œuf, ça peut être de l'insecte réduit en poudre, ça peut être de la viande séchée en poudre, ça peut être des croquettes pour chien-chat, des choses comme ça. Mais on va mettre un complément de protéines animales. Là, l'avantage, c'est que comme tout est broyé et pris dans la gelée, tout va passer par ce qu'on appelle le jabot social. Donc elles vont tout transporter la nourriture uniquement en interne via le jabot social, et du coup on n'a pas un dépotoir aussi important que si on donne des insectes entiers. Évidemment, c'est un peu moins fun de nourrir uniquement à la gelée, mais rien ne vous empêche de nourrir principalement à la gelée et d'offrir de temps en temps un insecte entier pour l'observation. Au moment où vous observez, vous donnez un insecte entier, mais le reste du temps, vous pouvez nourrir avec une gelée protéinée. Ça vous évitera d'avoir trop de déchets dans l'aire de chasse et dans le nid, ce qui est forcément toujours la source de problèmes par la suite. Donc, c'est à partir du moment où les déchets s'accumulent qu'on commence à avoir des soucis de prolifération d'acariens parasites et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la chose à surveiller. À part ça, c'est une espèce qui est
vraiment très intéressante et que je conseille vivement aux débutants, avec la précaution toujours d'être soigneux côté anti-évasion. Ce sont le genre Fedol, on les considère souvent comme les reines de l'évasion en Myrmeco. C'est assez vrai, même s'il y en a d'autres qui se défendent pas mal. Elle s'évade assez facilement, donc vous devez vraiment être très soigneux, si vous travaillez avec des joints en silicone, des choses comme ça, faites les joints les plus minces possibles, qu'elles n'aient pas la place pour planter leur mandibule dedans. Sinon vous allez perdre. Elles sont plus opiniâtres que vous, elles ont plus de temps que vous, elles sont plus têtues que vous, et du coup elles vont finir par trouver la faille si vous en avez laissé une. Donc à vous de ne laisser aucune faille dans votre installation pour éviter justement d'avoir cette évasion qui peut être fatale à votre colonie de Fedol bien sûr, parce qu'on ne sait pas où elle va partir, et à vos autres élevages éventuellement, si vous avez d'autres élevages dans la même pièce, la colonie de Fedol va se faire une joie d'aller attaquer ça et d'aller récolter toutes ces protéines qui sont gentiment mises à sa disposition. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ce qui est des caractéristiques des Fedol Palligula en élevage. Alors bien sûr, on pourrait développer encore sur pas mal de sujets, parce que les méthodes de communication ou autres. Mais voilà, on a fait un peu le tour des bases, et pour côté de l'écologie amateur, je pense que c'est déjà un bon point. Oui, une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est une espèce qui est monogyne. Pour moi, qui est strictement monogyne. Même si parfois vous avez certains vendeurs qui proposent soi-disant des fondations polygynes, ce n'est pas la polygynie, c'est ce qu'on appelle la pléométrose. La pléométrose, c'est une association de plusieurs reines à la fondation qui mettent leurs forces en commun pour arriver à l'étape difficile de la fondation et des premières ouvrières. Mais très vite, une reine dominante va prendre le dessus sur les autres, et les reines surnuméraires seront éliminées par les ouvrières pour ne laisser qu'une seule reine. Donc payer plus cher pour une colonie qui est soi-disant polygyne ne vous avantage pas à grand chose, d'autant plus qu'en captivité il n'y a pas de prédation, c'est purement commercial à mon sens. Et puis se dire je vais prendre une Fedol à 3 gines pour que ça aille plus vite, c'est pas forcément le meilleur des choix, parce que les Fedol ça va d'office très vite. On passe de quelques ouvrières à plusieurs centaines d'ouvrières en quelques mois. Et puis plus il y a d'ouvrières, plus ça accélère évidemment. Donc ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que le temps. Il faut de la patience, comme toujours dans la Myrmeco, quoi, en fait. Voilà. Oui, quand même, il ne faut pas trop de patience avec les Fedol. Je veux dire en général. Après, la myrmécologie, effectivement, c'est quelque chose qui demande de la patience. Maintenant, là, si vous attrapez une Camponotus plantatus, il faudra plusieurs mois avant de voir la première ouvrière. Vous attrapez une Fedol au mois de juin, 4 semaines après, les premières ouvrières, elles sont là, quoi. Et à partir de là, ça commence à chasser, ça commence à récolter, et ça s'enchaîne. Ce qui n'est pas forcément le cas avec des espèces plus grandes, notamment les campos, qui sont parmi les plus lentes en Europe, au niveau développement, je parle. Parce que de l'œuf à l'adulte, vous allez avoir plusieurs mois, alors que de l'œuf à l'adulte, chez les Fedol Palligula, vous allez avoir de l'ordre de 4 semaines en jeu. Donc ça, c'est la grosse différence au niveau vitesse de développement. Voilà, je pense je ne vais pas dire qu'on a tout dit, mais on a dit l'essentiel. L'essentiel, voilà. J'espère que j'aurais pu vous apporter certaines réponses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à adresser vos questions à Jérémy, il nous transmettra. Et si je sais y répondre, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Deux, trois questions à te poser, justement. Comme ça, pour justement que les gens entendent bien. Tu penses qu'une colonie de Fedol, elle peut atteindre combien en population? C'est difficile à estimer. Souvent, on voit dans la littérature qu'elles peuvent atteindre 1 million d'ouvrières dans la nature. J'ai constaté avec le temps en captivité qu'on atteint souvent des nombres largement supérieurs à ça. Pourquoi? Simplement parce qu'en captivité, on n'a aucune prédation, alors qu'une natura, forcément, les fourmis sont des animaux qui sont ultra prédatés. Il y a des quantités infernales d'animaux qui mangent des fourmis, du lézard à la grenouille en passant par la poule. Quand une fourmi sort de son nid, elle a de grandes chances de se faire becter, ce qui n'est pas le cas en captivité. Pour faire simple, dans la nature, quand vous avez 10 fourmis qui sortent le matin pour chercher à manger, vous en avez peut-être 6 qui vont rentrer le soir, 4 qui se sont fait manger, et les 6 qui vont rentrer n'auront peut-être pas toutes trouvé à manger. Par contre, dans votre fourmilière artificielle, les 10 fourmis qui sortent le matin de la fourmilière
Après une demi-heure, elle rentre les 10 avec de la nourriture. Et elle recommence, 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 recommence. Du coup, ça accélère beaucoup plus vite. Et le fait d'avoir zéro prédation, la reine pond malgré tout en quantité. Et on a un développement qui peut être assez phénoménal sur ce genre d'espèce. Donc clairement, c'est pas une colonie qu'on va maintenir dans un petit terrarium ou une boîte de glace sur le long terme. Ça marche pour la fondation, mais sur le long terme, il faudra effectivement une installation plus conséquente, d'autant plus conséquente qu'on gardera la colonie longtemps. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tous ces renseignements. Avec plaisir. Surtout pour mes abonnés qui savaient maintenant voilà, que ça fait plusieurs fois que tu passes sur la chaîne. Ouais. Et je vois que j'ai des beaux retours. C'est assez apprécié en tout cas de mon côté sur ma chaîne. Donc, je te remercie pour le temps que tu m'accordes pour ma chaîne. Avec plaisir. Et puis vous verrez sur quand on reviendra sur la vidéo de chez moi sur l'installation, donc une installation 100%, quasiment 100% par ADC, mais qu'on va justement rectifier au niveau, comme on s'est parlé, du couvercle au-dessus, pour que ce soit 100% hermétique. Parce que pour l'instant il y aura un périphérique, mais comme j'écoute les professionnels, comme je vous dis, voilà, il m'a dit il faut au minimum plusieurs ADC, il y aura 2 ADC minimum pour pouvoir nettoyer. Et puis c'est pareil, j'ai mis donc 3 cuves, mais possibilité d'en mettre plus, justement pour dire et ne pas avoir de problème de surpopulation ou être bloqué à un moment donné. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne, je suis beaucoup en relation avec les professionnels pour avoir ce genre de renseignements et pour que vous puissiez avoir des bonnes infos et pas n'importe quoi ce qu'on raconte sur internet. Des fois, il y a de tout et de rien. C'est un peu le problème d'Internet. Internet, c'est magique parce que, enfin, moi je trouve ça magique parce que quelque part, une connexion Internet, c'est l'accès à la connaissance universelle. Mais le problème d'Internet, c'est que tout le monde peut y dire et y écrire n'importe quoi. Et certaines personnes avec un peu plus de bagou ou des compétences un peu plus importantes en infographie vont vous faire une très belle page, mais ça ne veut pas dire parce que la page est belle que le contenu est valable. Ça, c'est toujours un peu le problème. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait qu'il est important de lire au minimum quelques livres sur la myrmécologie si vous voulez vous lancer dans cette passion pour avoir des bases solides et un point de référence. Encore une chose que je n'ai pas dit aussi à propos de l'anti-évasion dont tu parlais à l'instant, quel que soit l'anti-évasion que vous utilisez avec les fédoles, vérifiez-le souvent. Parce que à l'usure, que ce soit du talc, du fluon ou de l'huile de paraffine, à force d'essayer de passer, d'essayer, de réessayer, elles peuvent rincer et enlever, diminuer ces anti-évasions. J'avais déjà eu une grosse colo de 3-4 000 ouvrières, c'était déjà pas mal à l'époque que j'avais, et c'est vrai qu'elles pouvaient utiliser, que ce soit la terre, les cadavres, etc., pour faire un pont et essayer de s'évader justement. Ça, elles font souvent si on utilise de l'huile en anti-évasion. Donc, comme beaucoup de fourmis d'origine méditerranéenne, de climat aride, semi-aride, elles ont tendance à craindre un peu l'eau et à recouvrir tout ce qui est surface humide de tout ce qu'elles trouvent, en fait, débris végétaux, carcasses d'insectes, ainsi de suite, pour que cette surface humide soit confortable et qu'elle puisse marcher dessus sans problème. Donc c'est une chose à surveiller évidemment, à surveiller d'autant plus si dans votre terrarium vous avez du substrat mobile, parce que ce substrat, ils vont vite fait de le déplacer en quantité, et du coup elle pourrait très vite faire un petit pont sur votre barrière de paraffine ou un monticule qui leur permet de contourner éventuellement une barrière. Donc, ça demande une surveillance quand même régulière, même si c'est pas un entretien, c'est surtout une surveillance tous les jours. Moi personnellement, je la surveille tous les jours en attendant d'avoir son fameux justement couvercle. Voilà. Il ne faut pas forcément nourrir et intervenir sur le terrarium tous les jours, on peut se contenter d'observation. Mais un contrôle quotidien, ça, avec des espèces comme celle-là, c'est impératif parce que ça va très vite. Voilà. Si elles sortent et que vous attendez une semaine avant de les rattraper, vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Après, c'est une espèce européenne, mais voilà, il ne faudrait pas la relâcher par exemple en Belgique ou dans le nord de la France. Pour moi, cette espèce, par exemple, serait plus dangereuse en tant qu'invasive en Belgique que pourraient l'être les Yellow Crazy Ants, les Solenopsis geminata par exemple, qui sont vraiment des espèces tropicales. Donc,
moi je suis plus inquiet, notamment par la myrmécologie amateur, on est très un peu coupable, que des fédoles par exemple débarquent dans le nord de la France ou en Belgique et s'y adaptent beaucoup plus facilement qu'une espèce tropicale, parce qu'il est évidemment plus facile pour une espèce de franchir un cran de climat que d'en franchir 5 d'un coup. Passer d'un climat tropical où vous avez un minimum de 20 degrés au point le plus bas à un climat tempéré où vous avez peut-être du -10 en hiver, ça se fait pas du jour au lendemain. Par contre, passer d'un climat méditerranéen où vous pouvez avoir des petites gelées, donc elles savent déjà ce que c'est le gel, à des gelées un peu plus fortes, c'est jouable. Et du coup, ces espèces pourraient, à mon sens, assez facilement s'adapter chez nous. Et là encore, comme j'insiste souvent sur ce point sur les vidéos, qu'il s'agisse de fourmis, de plantes, de quelque organisme vivant que ce soit, à partir du moment où vous, en tant qu'être humain, vous déplacez une plante de son lieu d'origine, un animal de son lieu d'origine, il vous incombe de ne pas relâcher cet organisme dans un milieu où il n'est pas originaire. C'est ce qu'on appelle du terrorisme écologique, dans le sens où ça peut entraîner un déséquilibre très très lourd et qui n'est pas toujours réversible. Les États-Unis notamment se battent depuis les années 70, je pense, c'est pas avant, contre la fourmi feu à coût de milliards de dollars à l'américaine, et ils en seront jamais quittes. La fourmi feu continue à se développer. Ils freinent peut-être un peu sa progression, ils ralentissent peut-être un peu sa progression, mais je ne pense pas qu'ils arriveront un jour à l'éliminer complètement. Parce que même s'il y a des études assez intéressantes qui sont faites, notamment avec les mouches parasites, les phoridés qui n'attaquent que ce type de fourmia, je suis sceptique quant au fait qu'elle ne reste que sur cette espèce-là quand même, parce que c'est à nouveau, le parasite est lui aussi sud-américain, comme la fourmi, la fourmi de feu. Donc, est-ce que ce parasite sud-américain ne risquerait-il pas de s'adapter aux espèces locales et d'attaquer justement des espèces qui auraient moins de défense que la fourmi de feu? Ça, c'est toujours un risque, et ça, c'est toujours le risque quand l'homme joue à l'apprenti sorcier. Un des cas les plus connus de ce genre d'expérience, c'est la myxomatose et le lapin. Le lapin était introduit en Australie, puis il a pullulé et ça posait problème. Du coup, ils n'ont rien trouvé mieux que de lui inventer une maladie mortelle pour essayer d'éradiquer ces lapins. Le problème, c'est que cette maladie mortelle n'est évidemment pas restée confinée en Australie. Elle s'est propagée partout dans le monde. Et maintenant, les populations de lapins sauvages qui abondaient il y a quelques dizaines d'années, elles ont disparu à cause de ce virus qui a été inoculé par l'homme. Ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une arme biologique qui a été développée pour éradiquer le lapin. Mais l'homme en a perdu le contrôle, tout simplement. Souvent c'est comme ça, c'est la faute de l'homme sur quasiment tout. Voilà. Donc, ça peut paraître dur pour certains d'entre vous. Mais je préfère clairement, si vous achetez une espèce qui ne vient pas de chez vous et que pour une raison X ou Y, vous décidez d'arrêter de maintenir cette espèce, il est plus éthique pour moi de tuer votre colonie, de tuer votre plante, de la mettre au congèle, de la liquider volontairement, que de la relâcher dans la nature. C'est vraiment une idée reçue à la con, excusez-moi ce terme, mais c'est vraiment la culture du Gambie, c'est ces gens qui relâchent des tortues de Floride dans les rivières en Europe, des choses comme ça, ça fait des carnages. Chaque chose à sa place, chaque place a sa chose, et il ne faut pas tout mélanger. C'est ce que j'avais expliqué sur une de mes vidéos justement avec les messeurs barbaristes, parce que tu sais que moi je suis fort sur les messeurs sur ma chaîne, et que voilà, j'ai expliqué que moi quand j'ai des gînes, je suis obligé de les tuer, parce qu'en fait dans le nord elles n'existent pas. Donc je n'ai pas le choix de les tuer. Je ne peux pas les relâcher, sinon ça serait pas bien pour l'environnement. Et puis bon, il y a toujours un risque. Bon, si tu aimes les essors, tu vas peut-être avoir des espèces africaines ou un peu plus asiatiques ou autres. Est-ce que ces espèces ne seraient pas susceptibles encore de s'adapter, notamment pour les asiatiques qui peuvent être exposés au froid aussi, s'adapter au climat européen et peut-être de supplanter les espèces locales, comme c'est le cas avec la coccinelle asiatique par exemple. Ça fait quelques années qu'on voit de moins en moins de coccinelles européennes, donc à l'alliage du pultata ou c'est pas pultata, donc la coccinelle classique. On en voit de moins en moins
au profit des coccinelles asiatiques qui ont été importés au début avec une intention somme toute assez louable de faire de la lutte biologique contre les pucerons. Mais cette coccinelle s'est avérée beaucoup plus agressive et beaucoup plus prolifique que l'européenne, et du coup elle prend sa place. Elle prend sa place, et il est probable que la fourmi européenne finisse par disparaître, ou alors qu'on ne se retrouve plus qu'avec des hybrides d'Européens et d'Asiatiques. C'est des choses qui arrivent malheureusement assez fréquemment. Et ça, l'homme n'a pas encore tout compris de ce côté-là. Le problème est récurrent. On voit ça actuellement. Il y en a plein, des exemples du type. Hein. Vous allez à Bruxelles, vous voyez des vols de perruches. Ici, dans les Ardennes, ils sont envahis de ratons laveurs. La moitié sud de la France, ils ont des ragondins, qui est un rongeur d'Amérique du Sud. Bon, le seul prédateur du ragondin, c'est le caïman. Il n'y en a pas beaucoup dans le sud de la France, malheureusement. Donc, bon, voilà. Peut-être qu'ils vont penser à introduire du caïman par la suite. Voilà, il est plus éthique d'éliminer un organisme qui a été déplacé que de le mettre dans un milieu qui le passe. Ça, je n'en démordrai pas. Il faut absolument que les gens acceptent ce concept, parce que voilà, le fait de relâcher un animal dans la nature pour qu'il puisse être heureux, déjà, dans la plupart des cas, il ne l'est pas, parce que l'animal est adapté à la captivité et il n'est pas apte à se nourrir lui-même et à affronter le climat extérieur, dans la plupart des cas. Et en plus, s'il n'est pas à sa place, il risque fort de faire des dégâts. Et les exemples sont légion, évidemment. Et j'avais une dernière question justement à te poser. Alors là, c'est juste pour ma curiosité personnelle, et je pense que ça intéresse aussi les abonnés. C'est au niveau des fédoles. Est-ce que ça va aussi vite, par exemple, que tes germinata au niveau développement? Même si ça, il y en aura moins, mais ça va aussi vite ou pas au niveau développement? Les géminata sont plus rapides. Plus rapides? Les géminata, c'est une rapidité, c'est fulgurant. Donc là, d'une reine seule, on va passer à 1 million d'ouvrières en moins d'un an en général. C'est beaucoup plus que les fédoles. Donc les fédoles sur un an, vous allez peut-être arriver à 2-3 000 ouvrières, il y a moyen, mais pas 1 million. Là, les Solenopsis geminata ou Invicta, c'est le même combat. C'est des espèces qui sont d'une prolificité extraordinaire. Bon, après, ces espèces tropicales aussi sont adaptées au climat tropical et à la rigueur de ce qu'on trouve dans ce genre de climat. Donc il faut savoir que si elles se reproduisent aussi fort, aussi vite, c'est aussi parce qu'elles sont beaucoup plus agressées, que les jungles tropicales sont des milieux qui sont vraiment impitoyables, dans lesquels il va y avoir des milliers de prédateurs, de parasites, de pièges en tout genre, d'intoxication, de tout ce que vous voulez. Et du coup, forcément, il y a du dégât, et pour compenser ces dégâts, les fourmis pondent beaucoup. Forcément, en captivité, on supprime ces dégâts, ou quand on introduit une fourmi dans un milieu où elle n'a pas de prédateur naturel, c'est un peu le même principe, on la met dans des conditions où il n'y a pas de... On supprime le facteur de risque pour elle, et du coup elle prolifère sans aucun frein, et ça peut poser d'énormes problèmes. Il y a la fourmi de feu qui est très connue, il y a la fourmi d'Argentine qui fait une super colonie de l'ordre de, attention, accrochez-vous, 3000 km de long. Une seule colonie sur 3000 km de long, le long du pourtour méditerranéen. Ça veut dire que si vous prenez une fourmi d'Argentine prélevée dans le sud de l'Italie, vous la lâchez à Bordeaux, elle va se faire accepter par la fourmi d'Argentine de Bordeaux comme si c'était sa sœur. Et ça, c'est inarrêtable, parce que voilà, ce sont des fourmis qui sont extrêmement polygynes, qui sont extrêmement opportunistes, et c'est des choses que malheureusement, je pense qu'on ne saura jamais enrayer. Il va falloir s'y adapter, au même titre que les frelons asiatiques, ce genre de choses. Ce sont en fait quelque part aussi des phénomènes naturels, parce que le fait qu'un organisme colonise de nouveaux terrains, c'est un phénomène naturel, il n'y a pas plus invasif que l'homme. Ce qu'il y a, c'est que l'homme a accéléré ce phénomène par ses activités commerciales, principalement par ses déplacements. Mais je pense que malgré tout, le fait que les espèces se déplacent, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui est une forme d'évolution. Et les espèces aptes à se déplacer auront clairement plus de chances de survie sur le long terme que celles qui sont trop attachées à un milieu bien spécifique et qui, à la moindre perturbation de ce milieu, vont péricliter.
Donc ça, c'est aussi une preuve de l'évolution de ces organismes, cette capacité d'adaptation, puisque bah, c'est un fait, l'homme a modifié et modifie profondément la Terre, que ce soit la structure des sols, que ce soit le climat, la chimie, enfin, tout, on change tout. Et forcément, ben, ça veut dire que ben, tous les organismes qui y a autour doivent s'y adapter. Ça fait partie d'une évolution des choses. Je veux dire, depuis que l'homme existe, les animaux ont évolué pour essayer de survivre à côté de lui. C'est comme ça. Voilà, quelque part, c'est dans la nature de l'homme. Je veux dire, depuis qu'on s'est réunis en village, en tribu, et depuis qu'on cultive, on s'est mis à défricher des forêts. Et puis quand on avait défriché la forêt, on a commencé à échanger des poteries avec le village à côté, et puis c'est parti. Et à partir de là, voilà, ça ne s'arrête plus. Et tout ça, quelque part, ouais, je pense une forme accélérée d'évolution, même si elle est un peu artificielle, parce que provoquée par l'homme, effectivement. Mais il faut s'y adapter, ça c'est sûr. Pas le choix en fait. En tout cas, je te remercie de rien. tout. Et puis, ben, comme je vous ai dit, écoutez des conseils de professionnels au lieu d'écouter voilà, tout ce qu'on peut lire sur Internet. Parce que ça, je sais que on a eu j'ai vu sur ta chaîne qu'il y avait eu un débat avec les germinateurs et puis je sais plus c'était quelle fourmi. Bon, il y a l'occasion, enfin il y en a toujours il y a toujours des aficionados du credo, on n'élève que des fourmis locales ou autres. Bah, ça se défend, je ne suis pas contre. Moi, le principe est bien. Je pars sur un principe que c'est chez un professionnel. Tu n'es pas là depuis 3 ans dans la Myrmeco. J'ai commencé avec des Lassus et des Myrmica, on est clair. Tu as une paire d'années, je veux dire, tu as du matériel quand même adapté pour ce genre d'espèce. Je pense qu'une prévention, pour moi de ma part, en tout cas c'est mon choix et je l'assume totalement sur ma chaîne, c'est que je préfère avoir un professionnel qui me dit, voilà, qui va vraiment nous montrer que c'est ingérable en fait à long terme et qui va dégoûter sûrement beaucoup de gens qui voudraient peut-être un jour se lancer dans ça, que de ne rien dire. Et au final, les gens vont le faire, et de plus en plus peut-être, parce que ça peut être une mode, comme on voit sur certaines fois, sur le fourmi. Sur les accros, ça a été une mode quand c'est revenu après le Covid, justement. Et tous les ans, il se Ça dépend aussi un peu des arrivages. Hein. Les modes, c'est surtout les arrivages qui déterminent les modes quand on arrive à rentrer des couples. Je sais que cette année, ça a été un peu aussi les écophiles. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant 2 ans, on n'a plus pu faire grand-chose avec le confinement, et maintenant, ça reprend, tout simplement. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, l'importance de travailler avec des pros, sans vouloir prêcher forcément pour ma chapelle, effectivement c'est important parce qu'un des gros problèmes de la myrmécologie, je trouve, c'est que c'est le Far West. C'est le Far West. Il y a, pour l'instant, la myrmécologie dans la plupart des pays d'Europe profite d'un vide juridique. Mais il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas durer. Il va se passer exactement la même chose que ce qui s'est passé avec les reptiles, que ce qui s'est passé avec les dendrobates, avec tous ces animaux qui ont été commercialisés à un moment donné. C'est qu'à partir du moment où le législateur se rend compte qu'il y a de l'argent qui circule, qu'il y a de l'argent qui est généré là-dessus, il va légiférer. Il va légiférer et s'il se rend compte qu'il y a un risque d'espèces invasives, il ne va pas se prendre la tête, il va tout interdire. On aura dans le meilleur des cas une liste positive d'espèces, donc avec quelques espèces qui sont autorisées à l'élevage peut-être, et tout le reste sera simplement interdit, sauf à but didactique, pédagogique, scientifique, évidemment, c'est toujours un peu l'exception. Mais il est vraiment important d'essayer de professionnaliser ce milieu si on veut que ça dure dans le temps, que ce soit un hobby qui s'intègre dans le temps. Il faut vraiment professionnaliser le milieu. Et une autre chose aussi qui est importante, mais là c'est un problème général, essayer de privilégier les achats locaux. Pas pour les fourmis, forcément vous ne savez pas acheter des coupeuses de feuilles, c'est forcément importé. Mais pour tout ce qui est matériel ou autre, essayer de privilégier les achats locaux. Parce que la masse de marchandises chinoises, parce que c'est ça dont il s'agit, est toujours très, très tentante parce que fort bon marché. Mais dites-vous bien que l'argent que vous envoyez en Chine ne reviendra jamais en Europe, que cet argent ne servira pas à développer la myrmécologie en Europe. Et voilà, moi ça me pose un problème en ce sens où ces vendeurs chinois sont d'excellents vendeurs,
Mais au niveau éthique, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. À savoir qu'à partir du moment où vous avez un peu d'argent sur PayPal, ils sont d'accord pour vous vendre tout et n'importe quoi. Quel que soit votre âge, votre expérience, vos compétences, vous pouvez trouver de la fourmi de feu chez des vendeurs chinois pour trois fois rien. Et ça, c'est vraiment problématique, c'est ça qui va tuer la myrmécologie, ça c'est clair et net. C'est le fait que n'importe qui puisse acheter n'importe quoi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose que des gamins de 13-14 ans puissent acheter des fourmis de feu et qui vont abandonner dans leur chambre après 3 mois et puis maman va toucher au jardin. C'est pas sain comme comportement et il faut essayer de pérenniser tout ça parce que ce qui va se passer clairement, et à mon avis la date approche à grands pas, c'est qu'un beau jour, on va avoir un ou deux reportages sur le fait qu'il y a une grosse mode sur l'élevage de fourmis, et puis vont suivre des nouvelles lois qui interdiront tout échange, commercialisation internationale de fourmis, sauf peut-être pour ceux qui ont fait ça de manière raisonnable et raisonnée. Donc, un peu comme j'essaie de le faire, avec un matériel adéquat, avec un travail de recherche derrière, avec un enseignement. Je collabore aussi régulièrement soit avec des écoles pour leur apprendre des choses sur la myrmécologie, mais aussi avec des universités, écoles supérieures, où là c'est moi qui apprends pas mal aussi de choses à propos des fourmis. Donc c'est des collaborations qui sont toujours intéressantes et qui permettent aussi de justifier le fait qu'on ait besoin de ce sujet d'étude pour pouvoir approfondir le sujet. La myrmécologie en captivité a permis de faire évoluer énormément les connaissances sur les fourmis parce qu'on a eu d'un coup accès visuellement à un monde qui était souterrain et qui était inaccessible jusque-là, puisque chaque fois que vous vouliez introduire une caméra dans la fourmilière, tout ce que vous voyez, c'est une fourmilière éventrée et en panique. Vous ne voyez pas un comportement normal d'ouvrière qui nourrit les larves, ainsi de suite, qui entretient la colonie. Vous voyez une fourmilière en panique qui essaie d'agresser la caméra ou le micro ou quoi que ce soit. Et ça, c'est pas un comportement qui est typique de l'espèce. C'est pas sur base de ça qu'on va faire des conclusions, évidemment. Donc, c'est quelque chose de fort intéressant, mais même si ça coûte un peu plus cher, forcément, je ne sais pas travailler au tarif d'un Chinois, mais après, moi, même si si ça coûte un peu plus cher, elle est forte sur les professionnels. Hein. Moi, je fais les faites professionnels. l'effort. Je pense que ça vaut la peine de faire l'effort d'acheter acheter européen. Je ne dis même pas acheter chez moi, mais acheter européen. Déjà, parce que je pense qu'on en a toujours un peu pour son argent. Hein. Un truc à 5 balles ne sera jamais qu'un truc à 5 balles. Et il y aura toujours une différence entre une fourmilière à 100 € et une fourmilière à 5 €, c'est pas comparable. On est dans un autre monde. Voilà, c'est pas la même chose. Les résultats sont pas comparables non plus. Simplement, quand on voit le nombre de gens qui ont des problèmes avec les nids chinois et des fourmis qui. Moi, j'ai jamais eu de problème, mais qui étaient collés par l'électricité statique ou des conneries pareilles sur les nids. C'est pas des choses que vous avez avec des produits comme ceux que je propose ou ceux que mes collègues en Europe proposent. Pour ceux qui fabriquent eux-mêmes, hein, parce qu'il y en a beaucoup ici qui font uniquement de l'import chinois, qui ont leur marge et qui revendent. Mais pour ceux qui fabriquent, voilà, tout ce qui est fabriqué en Europe, à mon sens, sera une qualité supérieure à ce qui est fabriqué en Asie. Ça, je n'en démontre pas. Et même si ils sont très forts dans la plantation, ça les Wish, AliExpress ou autres, si on analyse le truc, on achète quoi sur ces sites-là? On achète des choses qu'on n'aurait jamais achetées si elles étaient au prix normal. On achète des gadgets, des bêtises, des trucs dont on n'a pas besoin, qu'on se permet juste parce que le prix est dérisoire. On n'en a pas besoin, mais c'est juste parce que le prix est dérisoire qu'on l'achète. Genre une lunette de chiottes lumineuse. Qui a besoin de ça? Ouais, mais ça coûte que 5 balles, alors on la prend. Mais voilà, personne n'a besoin de ça, mais ils la vendent. Ah, c'est vrai, ça. Voilà. Et si cette chiotte lumineuse a été fabriquée en Europe, vous auriez dû la payer 500 balles et vous ne l'auriez jamais achetée. C'est tout. Ah, c'est pour ça que je te disais, moi je prends, tu sais que ma chaîne elle prend beaucoup les professionnels, parce que comme je vous dis toujours, c'est que le jour où on n'aura plus nos professionnels, peu importe que ce soit en Belgique, parce que je sais que j'ai pas mal d'abonnés belges aussi,
Les pays, ça ne veut plus rien dire. On est à l'époque d'Internet, on est en Europe. Je veux dire, on est en Europe, Belgique, et France, le jour où on n'aura plus ces professionnels, on n'aura plus déjà des vrais conseils, de bons conseils, et on n'aura que les conseils que des gens veulent nous donner, qui ne seront pas forcément bons. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, je prendrai toujours les professionnels, peu importe le professionnel, mais je ferai toujours en sorte de les mettre en avant, en tout cas sur ma chaîne, pour que voilà, on puisse avoir déjà des produits de qualité, avoir les conseils comme là on a pu avoir de toi ou d'autres même professionnels. On a toujours des vrais conseils, et puis vous avez l'expérience aussi que nous on a peut-être pas. Voilà, j'ai pas ton expérience. Ça fait quelques années de bouteille, voilà. Je crois que ça fait 25 ans maintenant. Et voilà, bon, j'ai la chance de venir ici aussi dans ton coin, et voir aussi un peu tes fondations, tout ça. Et c'est vrai que le matériel est vraiment beau, faut pas se mentir. Donc c'est pour ça aussi que je me fournis aussi de temps en temps chez toi, parce que je trouve que le matériel est vraiment beau, c'est fait par toi-même. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie, les décors, etc. Donc voilà, c'était un des professionnels voilà, avec qui j'apprécie, avec d'autres aussi, deux autres surtout, que je connais, bien sûr. Mais dès que tu veux peut-être aussi. Mais voilà, moi je vous dis, c'est voilà, je prendrai toujours les professionnels européens, parce que le jour où on va les perdre, eh ben, ça va faire très mal à l'avenir Meco, et on va se retrouver sans info, sans rien, malheureusement. Et c'est pour ça que vaut mieux mettre plus cher chez un professionnel que de mettre moins cher chez un particulier ou quelqu'un qui vend en gros beaucoup de matos, on va dire au black, hein, on va pas se mentir les mots. Hein, moi sur ma chaîne je suis cash. Et malheureusement, on va condamner en faisant ça nos professionnels qui gagnent moins d'argent. Forcément, une entreprise, c'est pas gratuit. Et puis, on aura malheureusement plus la possibilité d'avoir justement ces informations-là, les petites interviews comme ça où on peut apprendre beaucoup de choses. Et voilà, c'est pour ça que moi je vais prendre les professionnels européens. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as pu m'apprendre. Avec grand plaisir. Les fédoles. Et puis je vous dis à la suite, parce que là on va repartir directement chez moi pour vous montrer l'installation que j'ai pris direct chez toi, hein, directement par l'ADC, mais qu'on va modifier pour être tranquille sur le long terme et écouter ses conseils. Donc il m'a dit de mettre 2 ADC, il y aura 2 ADC à long terme. Voilà. Donc voilà, là on est après l'interview. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris plein de choses. Moi en tout cas j'ai apprécié beaucoup cette interview. Je remercie encore Originance qui a pu nous donner du temps pour pouvoir faire quelque chose de top, une vidéo comme j'aime en fait tout simplement. Donc alors j'ai bouché le trou volontairement ici pour pouvoir les laisser vraiment faire le nid dans la boîte. Donc c'est ce que je recherche. Donc on va les libérer pour ce soir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai bouché ça. C'est vraiment pour les faire installer dans ce nid là. Et puis comme ça, ça me permet de les laisser faire, de faire leur nid. Et ensuite on va ouvrir et elles pourront aller dans l'air de chasse. Elles pourront aller un peu n'importe où, là où elles ont tout simplement envie. Donc je vais aller les chercher et puis je vous reprends tout de suite. Donc voilà, c'est parti. On va mettre cette belle fondation de fédole. Donc là on va se régaler. Donc il y a 2 tubes et le reste voilà, ici. Donc voilà, on va les installer. Là je vais juste mettre hop, je mets sur le côté pour donner doucement et je vais les leur mettre directement de la paraffine. Donc voilà, allez c'est parti, on va les installer. Donc pour l'instant elles vont pour cette nuit rester dans ce tube, dans cette cuve là. On va y bien tasser, c'est d'y aller doucement. Donc attention, là c'est vraiment des colos, voilà, on dirait que ça part. Pas sur les doigts, si j'en ai une sur les doigts. Mais vous voyez, c'est tout petit, mais c'est vraiment
Voilà, donc là, on a libéré la colo. Je vais faire des plantes plus près après. Et je vais libérer la deuxième. À côté. Voilà. Maintenant, je vais les s'installer là où elles veulent. C'est impeccable. Donc bah, je vais vous filmer ça un peu plus près. Donc là, voilà, vous voyez, il y a du monde, hein. Donc là, on va le laisser vraiment s'installer. La Gine, je l'ai vue, elle est bien en forme. Il y a déjà des majors. On va les laisser parcourir leur nouvel environnement, tout simplement. Et puis, il n'y aura plus qu'à se régaler. Regardez, on voit déjà les premiers majors qui sortent. Là, elles vont creuser, elles vont aller faire leur nid. Et puis, on verra demain matin ce que ça donne. Et puis, bah, je vous ferai des vidéos du suivi des Phédol pallidula. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu beaucoup de... elle a été très longue. Mais voilà, je voulais faire vraiment une grosse vidéo sur les Phédol. Et là, je pense que voilà, j'ai fait vraiment une super vidéo longue, mais alors vous avez beaucoup d'explications, je vous ai montré pas mal de choses. Donc voilà, franchement, c'est un régal cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc là, voilà, j'ai filmé un petit peu en macro, mais bon, un petit peu de loin. J'ai pas su avoir les images parfaites que j'aurais voulu avoir. Mais on voit vraiment bien les majors et la colo qui est en train de sortir, de découvrir leur nouvel environnement. Et puis demain, normalement, elles auront fait voilà, des galeries et commencé à quitter les tubes pour pouvoir se régaler et voir des constructions vraiment naturelles des Phédol. Allez, bisous à tous, ciao!